Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Fossa, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la Arkham JCE TV. Aujourd'hui, 10e épisode d'Élucider l'affaire et on va s'attaquer à un scénario indépendant un petit peu particulier, il s'agit des labyrinthes de la folie. Alors, les labyrinthes de la folie, on va commencer par une partie sans spoil. Il y a plusieurs particularités. La première, c'est que c'est un scénario qui ne s'intègre pas dans une campagne. Voilà, c'est strictement un scénario indépendant. Néanmoins, il y a 2 modes de jeu, bien particuliers. Un premier mode de jeu classique, vous allez jouer, le scénario tel qu'il est indiqué ou sinon un mode de jeu qu'on appelle multijoueur épique qui se joue donc jusqu'à 3 groupes différents. Donc chacun des groupes doit avoir un exemplaire des labyrinthes de la folie. Ils composent une équipe de 1 à 4 investigateurs classiquement. Chaque groupe n'a pas besoin d'avoir le même nombre d'investigateurs, mais les groupes vont évoluer en parallèle, jouer en même temps pour, on va le voir, avoir des effets spécifiques en jeu et résoudre cette enquête. Hem, l'autre particularité, c'est que la réserve du chaos, elle est particulier en fonction de ces groupes. Comme je disais, il y a 3 groupes différents. Bah, on va rajouter des pions symboles différents en fonction des différents groupes. Donc dans certains cas, ça pourrait être un petit peu plus simple que dans d'autres cas. Et enfin, je tiens vraiment à le préciser, c'est un scénario qui est assez horrifique. C'est-à-dire qu'il s'inspire des films comme Saw, qui sont très marqués body horror, je trouve, qui sont très 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 loin de l'ambiance Arkham, Cthulhu 1920, presque plus proche de ce qui pourrait être du Delta Green ou du Cthulhu moderne. Donc voilà, c'est vraiment assez particulier. Allez, maintenant on rentre dans la partie spoil. Donc, en quoi va consister le scénario? Quel que soit le mode de jeu auquel vous jouez, il va falloir sortir de la première chambre, sortir de la deuxième chambre et enfin sortir de l'entrepôt, en espérant que vous sortiez de là, vivant. Alors, dans le détail, comment ça se passe? 1 objectif, donc sortir de la première chambre, ça se joue, en 6 rounds. Alors pourquoi je dis 6 rounds? C'est parce que vous soyez le premier groupe, donc le groupe A, le groupe B ou le groupe C, vous allez avoir chacun votre propre acte et par contre tous la même intrigue et on ne peut avancer que lorsque l'intrigue de 6 fatalités, est complétée pour l'ensemble des groupes. Donc c'est là où, on atteint une première limite, du jeu si on joue à plusieurs, c'est que, bah, comme c'est indiqué dans les règles, il y a un timer de 1 heure pour éviter qu'en fait les gens, passent trop de temps à réfléchir, à discuter, mais bon, bref. On va se concentrer en premier dans la partie, jeu classique et dans la deuxième partie de la vidéo, je ferai un point sur, la partie multijoueur épique. Mais bon, dans un premier temps, on part du principe que pour sortir de la première chambre, il y a 6 rounds. Alors, comment ça se passe en fonction des groupes? Le groupe A, vous allez avoir la chambre des secrets. Il y a une action, voilà, pour taper sur les murs qui n'apporte rien de spécial. Il y a 3 types de chambres des secrets différents. Vous voyez une petite indication, donc au milieu, sinon il y a à gauche ou droite. Ça a une importance quand vous jouez en mode multijoueur épique. Il faut trouver la clé des mystères, voilà, de l'enquête, vraiment que de l'enquête. Et 6 rounds, c'est extrêmement long. Le groupe B, vous commencez dans la chambre de la pluie et vous avez un lien avec la chambre de l'affliction. Dans ce cas-là, c'est pareil, il faut, vider la chambre de la pluie de ses indices, idem la chambre de l'affliction et puis, bah, attendre 6 rounds et enfin, la chambre de la nuit et la chambre des regrets, là, c'est un petit peu plus particulier. Il faut vider les lieux, des indices, mais en plus de ça, prendre l'information sur, la carte qui aura été mise en dessous sous le deck ou acte ou un trick, je sais plus. Mais, en fait, c'est la chambre des secrets qui est, un peu, liée à la chambre des regrets. On va avoir l'information de quel levier on va devoir tirer. Est-ce qu'on doit tirer le levier gauche, celui du milieu ou celui de droite? Voilà. Heu, en un seul groupe, tout ça n'a strictement aucun intérêt dans le sens où, en fait, c'est une première partie qui est, de l'enquête. On s'équipe, on attend la suite et on a, bah, ces notes d'Exodolon, avec lesquelles on commence, qui sont un code. Voilà, parce que c'était beaucoup trop simple. En plus de ça, on va avoir quelque chose à déchiffrer, et on est vraiment venu pour ça. Bref, heu, la partie qui est, voilà, assez particulière de ce scénario-là, c'est, le deck de rencontre. Le deck de rencontre, comme je disais, il est très axé, body horror avec notamment des cartes comme, Atroce Mécanique pardon, ou, Sang et rouille. Voilà, on en a un peu pour tous les goûts. Hem, 1 chose,
Si vous aimez ça, vous allez être servi. Moi, c'est pas du tout mon cas, mais vous êtes vraiment dans l'ambiance. Voilà, c'est simple, hein, soit vous détestez, soit vous adorez. On a beaucoup de traîtrises qui sont basées sur le fait, de s'infliger des horreurs ou des dégâts. Donc là, encore une fois, on est cohérent avec le scénario. On a pas mal de traîtrises qui vont demander de perdre des actions aussi et comme on peut voir, il y a quand même des traîtrises sur la volonté, l'agilité, des tests de force. Il y a pas beaucoup d'ennemis, et parce que les ravisseurs sans visage arrivent à l'intrigue 2 et les gardes Migo ou les victimes torturées sont ouais, déjà de 1, ils sont pas chasseurs et en plus de 2, ils sont quand même pas vraiment très, très méchants, quoi. Chose importante, c'est qu'on a un effet donc effet paradoxal à une version multijoueur, dont on reviendra plus tard, qui est, je trouve, plutôt bien réussi et douleur collectée qui, en l'état, n'a pas une grande, grande importance, mais qui va être importante pour le final, pour le grand méchant. Alors, une fois qu'on est, sorti de notre, 1 chambre, on va avoir, donc je ne les ai pas mis là, mais vous allez avoir 3 lieux qui, en mode, d'un un seul groupe n'ont aucun intérêt parce qu'ils ont que des actions pour jouer en multi. Mais grosso modo, chacun de ces 3 lieux va vous amener vers la nouvelle chambre, un peu comme dans Cube. Faut sortir donc du coup, bah, vous suivez le chemin jusqu'à trouver, la prochaine énigme à résoudre. Donc là, de nouveau, chaque groupe a, son acte qui va, bah, demander une condition spécifique. Le groupe A, il va falloir qu'il y ait 11 fatalités en jeu. On va voir comment on le déclenche. Dans le groupe B, il va falloir avancer, depuis la chambre du poison. Donc du coup, il va falloir s'injecter un produit, qui est un antidote et le groupe C, ce qui est extrêmement simple, il faut vous débarrasser d'un ennemi qui s'appelle le familier d'Exodolon. Donc, chacun de ces lieux va vous amener des cartes histoire un petit peu particulières. Voilà, vous avez le diagramme de la décrépitude pour le groupe A, le diagramme de la putréfaction pour le groupe B et le diagramme de la faim pour le groupe C. Donc le groupe A, je disais, vous allez avoir un diagramme qui va vous permettre en fait de mettre des indices dessus et de retourner ces indices sur leur face fatalité. C'est comme ça que vous allez arriver à 11 fatalités. Vraiment rien de très, très compliqué, pour être gentil. Le groupe B, heu, vous allez récupérer le diagramme de la putréfaction qui va vous permettre de récupérer la mystérieuse seringue qui va vous permettre, contre une action, de vous l'injecter et d'avoir l'antidote et oh! Chambre du poison, antidote, ça ne fonctionne pas. Vous réussissez à sortir de la deuxième chambre et le groupe C, alors là, c'est encore plus simple, c'est-à-dire que vous avez le familier d'Exolon qui est enfermé et vous avez la capacité, du diagramme de la fin qui est de dire: «Je dépense un indice et je mets 4 dégâts sur mon famille d'Exolon». C'est le seul moyen grosso modo d'interagir avec lui, de lui mettre 4 dégâts et d'avancer. Voilà. Encore une fois, vous allez vous déplacer, enquêter, faire les actions qui sont en jeu et attendre que le reste des groupes en multi ait fait de même. Donc voilà, prenez des chips et asseyez-vous, ça peut être long. Enfin, là, maintenant, on veut sortir de l'entrepôt et bah, on est confronté, au fameux Exodolon, le grand méchant. Alors, lié à la deuxième chambre, vous avez l'entrepôt désaffecté dans lequel, apparaît, l'Exodolon. On voit que c'est, un humain serviteur élite plutôt costaud, hein. Même s'il a que 2 en combat, il a quand même 6 points de vie, plus 6 points de vie par investigateur et surtout, il ne peut pas être vaincu par des dégâts. C'est pas bien grave, l'acte nous demande à ce qu'on mette l'Exodolon à 0 point de vie. Pas besoin de le vaincre, juste on va lui mettre des dégâts, ça va s'accumuler et dès que, bah, le nombre de dégâts a atteint le nombre de points de vie, on a avancé l'acte. Petite particularité, il a un effet forcé qui dit que quand la phase des ennemis débute, s'il y a au moins un exemplaire de douleur collecté dans la pile de victoire, on redresse l'exodolon. Et bah, on en revient, les douleurs collectées de souvenirs, il y en a 3, je crois, dans le deck de rencontre. Si l'investigateur qui le pioche a une santé mentale ou un nombre de points de vie de 3 ou moins, eh ben, on le met automatiquement dans la pile de victoire, sinon on prend un dégât et une horreur. Et c'est surtout que, bah, chaque, douleur collectée qui est dans la pile de victoire ajoute un de combat à l'exodolon. Ça, bon OK, ça va le stuffer, le booster, mais bon, c'est surtout qu'au début de la phase, des ennemis, on va le redresser et on voit quand même que le Gugus, il met 2 dégâts, 2 horreurs. Ça va être un peu la partie problématique. Coup de chance, on a les notes d'Exodolon, qui sont un code
et sur, l'intrigue, on voit que chaque lieu de distorsion gagne bla un super code super compliqué, voilà, il faut se farcir la traduction. C'est limité limite collectif d'une fois par partie, donc petit point de règle, c'est limité par titre des lieux. Donc chaque lieu qui est distorsion, on le voit par exemple, c'est le cas de l'entrepôt désaffecté, va avoir cette capacité qui dit, je vous le traduis: «Dépenser un indice, infliger 3 dégâts à l'exodolon». Donc maintenant on va voir un peu l'ensemble de la map, à quoi ça peut correspondre, mais grosso modo, on a ici une solution relativement simple pour mettre des dégâts 3 par 3 au grand méchant. Alors, on a commencé, de notre premier lieu, hein, donc là je suis parti de la chambre de la pluie, mais ça peut être la chambre des secrets, ça peut être, l'autre chambre, je sais plus comment elle s'appelle, mais bref, celle avec les leviers et on se retrouve dans notre entrepôt désaffecté. Bah, dans ce cas-là, on voit que on peut simplement jouer un peu à cache-cache et attirer au fur et à mesure, l'exodolon vers la chambre de la pluie si on veut lui mettre des dégâts en dépensant des indices. Hem, on a, nos petits couloirs, labyrinthiques là au milieu, les 3 lieux dont je parlais qui ont pas d'intérêt lorsqu'on ne joue pas en mode multijoueur épique. Mais grosso modo sur la table, on a déjà moyen de mettre 9 points de dégâts simplement avec la capacité des notes de l'exodolon. Le reste, bah, ça sera à vous de lui coller des dégâts, par votre combattant, par des sorts, enfin voilà, que sais-je. L'objectif, c'est de lui mettre autant de dégâts que ce qu'il peut avoir de points de vie. Voilà, donc en conclusion, soit vous êtes mort, voilà, soit vous réussissez à sortir, des labyrinthes de la folie, bravo à vous. Conclusion 1, vous sortez de là, vous êtes repêché par des marins, je sais plus trop quoi et voilà. OK, j'espère que vous avez passé un bon moment. Maintenant, on va s'attaquer à ce qui est pour moi le vrai intérêt, de ce scénario-là, c'est le mode multijoueur épique. Donc multijoueur épique, je répète, il vous faut 3 groupes, chaque groupe avec son paquet et chacun de ces groupes va être le groupe A, le groupe B ou le groupe C. Note importante que j'ai oublié de préciser, vous n'avez pas le droit de communiquer ensemble. Ce qui est bizarre pour, un jeu de société, mais ce qui a, tout son sens en fait dans ce scénario-là, on va voir pourquoi. Alors, en mode multijoueur épique, l'intrigue 1 a une capacité un peu particulière qui dit que, forcé à la fin du round, s'il y a au moins une fatalité sur cette intrigue et qu'aucun groupe n'a encore déclenché cette capacité, aucun groupe important, l'investigateur principal du groupe A prend au hasard une des cartes histoire notée acte 1 et la pioche. On annonce le titre de la carte aux autres groupes et chaque investigateur principal de ces groupes pioche sa carte. Alors à l'acte 1, on a 3 types de ces cartes histoire. On a la faille, les runes ésotériques, la ventilation, note spéciale pour la rune ésotérique qui est, fait exprès en fait d'être écrit en inversant des lettres pour former un même mot pardon. C'est horrible, voilà, bonne chance à tous les dyslexiques. C'est, très, très mauvaise idée d'avoir fait ça. Mais bon bref, ces cartes histoire-là vont nous permettre, d'échanger des cartes, d'échanger des indices, d'échanger des informations. Bref, ça va être le meilleur moyen, et même le seul et unique moyen, pardon, de communiquer entre les groupes. Ça va être important pour ceux qui sont dans le groupe C et qui doivent tirer le bon levier, d'aller demander à ceux du groupe A qu'est-ce qui est inscrit sur les murs. Sinon, bah, si celui qui tire le levier se plante, bah, son investigateur, il est mort. Voilà, il est content, il reste encore 3 heures de jeu. Bref. Donc là, on est vraiment dans le cœur du jeu, dans le cœur du scénario pour moi. Ça va être, d'arriver à assez rapidement avancer sur ces cartes histoire-là pour, s'échanger des soutiens, des cartes, des informations, que sais-je, et avancer dans le jeu et sortir de la première chambre. Enfin, maintenant on est sorti de la première chambre, je vous le rappelle. On a, nos 3 petits lieux là, les couloirs labyrinthiques. Voilà, donc ces couloirs labyrinthiques-là, ils ont la capacité de, donner des ressources, il me semble, donner des actions à des investigateurs d'autres groupes, d'accord? Donc pour s'aider, si on voit qu'il y a un groupe, par exemple, où il y a qu'un investigateur et qu'on a un trio ou un groupe de 4 joueurs, on peut se dire: «Ah bah, voilà, un des 4 investigateurs va sacrifier 2 actions», dans mes souvenirs, 2 actions pour donner, bah, 2 actions à celui qui est seul. C'est le meilleur intérêt de ce scénario-là et on a des nouvelles cartes histoire, donc le dilemme, la porte, les glyphes cryptés qui, à ce moment-là, vont nous permettre d'obtenir, bah, les diagrammes
comme dans le cadre du mode de jeu classique, donc le diagramme de la putréfaction, de la faim et de la décrépitude, qui vont en fait amener à la même conclusion, c'est-à-dire déclencher les effets sur les lieux et de nouveau avoir 11 fatalités, s'injecter le poison et, et mettre des dégâts sur le familier d'Exodolon. Petite particularité du mode multijoueur épique, on a le geôlier, voilà, qui a un gros bébé, qui est donc 3 de combat, 12 points de vie, 3 en agilité, monstre élite. Et lui, en fait, on peut le combattre en utilisant la volonté pour l'envoyer à notre groupe. Voilà, très sympa. Mais si on a un groupe qui est un peu léger en combat, ça nous donne une possibilité de s'affranchir de la gestion du geôlier pour se concentrer exclusivement sur l'objectif de sortir de la deuxième porte. Et encore une fois, si on a un groupe qui a plutôt des combattants ou un groupe de 4 joueurs, euh, voilà, ça permet de s'occuper du geôlier. Donc voilà, là on est sur un truc qui est quand même un peu plus intéressant à jouer. Les couloirs labyrinthiques pour s'entraider, on a ces cartes histoire et puis, bah, on sort de la deuxième chambre pour arriver à la même, conclusion, hein. C'est-à-dire qu'on doit toujours s'évader, toujours gérer, l'exodolon. Et là, on a une particularité, c'est que, on a l'exodolon qui, lorsqu'on va avancer, l'acte 3, c'est-à-dire à la fin de notre round, si l'exodolon n'a plus de points de vie restants, on a le droit de déplacer tous ces dégâts en excès vers l'exemplaire d'un exodolon d'un autre groupe et on avance. Ce que va nous dire la phase B, de l'acte 3, c'est que si il y a encore un exemplaire d'exodolon qui a plus de points de vie que de dommages dans un autre groupe, on continue le jeu. On continue le jeu en fait jusqu'à ce qu'il y ait tous les exodolons dans tous les groupes qui ont été amenés à 0 point de vie, ou que bah, tout le monde est mort, ou qu'il n'y ait plus que votre groupe en fait qui soit vivant. Je le répète, l'exodolon se redresse s'il a des exemplaires de douleurs collectées. Donc là, on va avoir tout intérêt à soit mettre un maximum de dégâts dessus, soit à vouloir lui échapper, ou soit directement en fait, à fuir à travers le labyrinthe en espérant que bah, les autres groupes se débrouillent pour zigouiller leur exodolon. Note particulière, on a le familier de l'exodolon ici, qui est aussi une version particulière du multijoueur épique. Donc lui, il dit qu'il y a possibilité de dépenser des indices pour le mettre hors jeu. Et dans mes souvenirs, il y a moyen en fait que le familier apparaisse dans d'autres groupes. Donc il faut faire attention à ce genre de capacité. Et on a l'effet paradoxal en multijoueur épique qui, lui, lorsque c'est la fin du round, on défausse l'effet paradoxal qui reste en jeu, on choisit un investigateur dans un autre groupe, vous et cet investigateur, vous avez le droit de discuter en privé, d'échanger des ressources, des soutiens d'histoire et des cartes de votre main. Et je trouve que c'est un peu la seule carte du deck de rencontre en multijoueur épique qui apporte un intérêt particulier à être joué de telle manière parce que on va casser cet isolement entre les groupes et on va pouvoir s'entraider d'une autre manière de ce qui est déjà en jeu. Et je trouve que voilà, ça j'aurais aimé que ça soit peut-être un petit peu plus poussé parce que bah, finalement on reste quand même très enfermé. Chaque groupe reste très bloqué en fait dans son scénario sans trop de moyens d'interagir une fois qu'on a passé la première intrigue. Donc voilà, là encore une fois, on est sur une conclusion assez basique. Sortir, donc que tous les groupes aient battu l'exodolon ou mourir. Alors, moi, je vais vous faire un petit retour d'expérience sur bah, mes parties avec Rex. Avec Rex, pardon, avec Ashken Pit parallèle. Donc, je l'ai déjà dit, c'était extrêmement simple, hein, en mode un seul groupe, ça s'est résumé à 2 l'enquête, se déplacer, déplacer les ennemis, on l'a vu, à part la maigre bête de la nuit sans visage, je sais plus comment il s'appelle, il y en a pas qui sont chasseurs, donc avec la guitare, voilà, je les ai regroupés, bref, aucun problème pour gérer les ennemis de ce côté-là. Le deck de rencontre est plutôt pénible et je vous l'ai dit à de nombreuses reprises, on a des actions en fait sur les cartes histoire. Donc quand on est un joueur solo, on doit dépenser des actions soit sur les cartes histoire, soit sur les cartes scénario, type les lieux par exemple. Et bah, quand on n'a pas de gain d'action dans le deck, très vite ça peut être pénible. Sauf que
comme on ne court pas derrière l'intrigue, on doit attendre que l'intrigue avance pour pouvoir avancer l'acte. Finalement, c'est quand même assez compensé. Je vous l'ai dit, le scénario inflige beaucoup de dégâts, beaucoup d'horreur. Il y a, la carte traîtrise où on a la main qui est bloquée, voilà, qui met des dégâts pour s'en sortir. Il y a beaucoup de dégâts ou d'horreurs gratuites. Je me retrouve en fait à pouvoir jouer rapidement mon miroir sacré et à me soigner avec les mélodies apaisantes, soigner les horreurs avec la guitare. Donc, de ce point de vue-là, c'était vraiment un gros plus par rapport au scénario. Et voilà, j'en ai parlé, mais une grosse différence entre le solo et le multi, c'est quelque chose qu'on avait déjà vu sur les Gardiens de l'Abîme où, on a beaucoup de d'activations sur les lieux du désert. Là, c'est pareil, là, on n'a pas du tout la même pression que ce qu'on pourrait avoir dans les Gardiens de l'Abîme, mais on a une différence significative entre le solo et le multi. Alors, j'en ai déjà parlé, mais qu'est-ce qui était vraiment game changer? Les miroirs sacrés et la mélodie apaisante dans un premier temps, parce que, et la guitare de Pete, hein, encore une fois. Mais voilà, ça c'était du soin, ce qui fait que je n'ai jamais eu de pression vraiment, insurmontable pour gérer, tous les dégâts, tous les horreurs. Je le rappelle, c'est un deck qui ne joue pas d'alliés, donc j'ai quasiment pas de moyen de tanker, donc le soin est vraiment hyper important. Et petit plus pour le vieux porte-clés, il y a beaucoup de lieux en fait avec des faibles valeurs occultes et le vieux porte-clés m'a permis en fait de faire beaucoup d'enquêtes à 0, donc réussite automatique sauf si on pioche le pion échec auto. Et donc voilà, je voulais le mettre un peu en avant. Le vieux porte-clés était vraiment, très fort sur cette partie-là. Alors un peu en conclusion, mon avis sur le scénario, hein, je pense que vous l'avez compris, plutôt mitigé sur ce scénario-là. Je trouve que l'idée du multitable est une très bonne idée. C'est un nouveau mode de jeu à Arkham et ça, c'est toujours quelque chose à féliciter. Je l'ai fait 2 fois en multitable. Hem, il y a une fois où à chaque fois on arrivait au time limit et moi en jouant solo, faire les 6 rounds, il me fallait à peu près, 15 minutes à tout casser. Donc c'était long et c'était pas à la hauteur de ce que j'aurais voulu. Peut-être que si d'autres groupes avaient été plus rapides, j'aurais pas eu le même retour d'expérience. Malheureusement, ça s'est confirmé la deuxième fois. Voilà, donc bon, pour moi, c'est vraiment un scénario qui est fait pour du multitable et du multitable, voilà, où faut pas trop chercher à mettre la pression sur les autres groupes. Je pense que le timer de 1 heure, il est vraiment nécessaire. Mais voilà, pour moi, en groupe unique, on va dire, jouer tel quel, il n'a aucun intérêt. Il faut vraiment viser ce scénario pour du multitable. J'en ai déjà parlé, le thème, moi j'aime pas du tout. Le body horror, j'aime pas du tout Saw, voilà, moi je préfère d'autres types de films. Je trouve que je suis pas du tout dans l'ambiance. Heu, Cthulhu 1920, pour moi, c'est vraiment du moderne, c'est du Delta Green. J'adore ça, il y a pas de souci. Mais là, je trouve qu'il y a il y a un peu tromperie sur la marchandise. Voilà, j'aurais aimé qu'il y ait autre chose et puis à part, les serviteurs Migo, on n'a pas trop de lien, en fait, avec, l'univers bien connu de Lovecraft, d'Arkham et et cetera. Donc je trouve que c'est un peu dommage, ça manque comment dire? Ça manque d'une espèce d'accroche qu'on peut avoir avec, l'univers un peu classique du jeu. La difficulté, elle est minime, ça c'est la deuxième grosse critique pour moi, c'est que, bah, on doit attendre que l'intrigue avance, mais souvent en fait, moi j'étais là à me dire: «Bah, j'ai rien de spécial à faire, donc je pioche, je fais des ressources, je pose des soutiens et puis j'attends la suite. De toute manière, j'ai déjà fait mes actions», et puis même je prenais le train en fait de faire les actions sur le lieu qui ne servaient à rien. Par exemple, toquer, on nous dit: «Bah, personne ne nous entend». Bah, c'est super, mais je déteste quand on a des espèces d'actions qui ne servent à rien, qui n'apportent rien, même pas un élément narratif au jeu. Donc voilà, un peu de tout ça pour ça, quoi. Et à noter, je pense que voilà, les développeurs ont essayé de faire une variante un petit peu à la fin du livret pour apporter une rejouabilité au scénario, mais ça fonctionne pas. Très honnêtement, très fonction enfin voilà, ça fonctionne pas du tout. Donc c'est un peu un scénario one shot. Enfin voilà, il y a un intérêt à jouer, on va dire, une fois le groupe A, une fois le groupe B, une fois le groupe C. Sorti de là, vous avez vu tout le scénario,
Il y a pas un immense intérêt. Donc pour moi, j'ai mis le maximum d'ambiance si c'est ce que vous aimez. Je sais que Shep aime beaucoup justement ce côté-là. Moi, c'est pas du tout mon cas. À côté de ça, je trouve que voilà, il est extrêmement simple et ne jouant quasiment pas en multitable, pour moi, il a pas d'intérêt. Vraiment, aucun intérêt. Donc si vous le voulez pour la collection, cherchez-le. Si vous le voulez pour du multitable, ça vaut le coup. Il y en a d'autres qui sont, je trouve, mieux. On y reviendra dans un autre épisode. Mais voilà, pour moi, on est sur l'un des moins bons scénarios indépendants d'horreur Arkham. Surtout quand on sort des Gardiens de l'Abîme et que bah voilà, la prochaine vidéo, ça sera sur Meurtre à l'hôtel Excelsior, qui est une référence des scénarios indépendants aussi. Donc voilà, au milieu, on a les labyrinthes de la folie. Euh, Jouez-le, faites votre avis, et puis bah, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé. Et puis je vous dis bah, à la prochaine. Ciao, ciao.